En 1976, à Herblay, dans le Val d'Oise, Maxime Drouot, plus connu sous son nom de plume Maxime Chatham, n'a jamais été un écrivain comme les autres. Très tôt, l'enfant qu'il était se distingue par une curiosité hors norme. Tandis que d'autres rêvaient d'aventures lumineuses, lui s'interrogeait déjà sur les zones d'ombre de l'âme humaine. Pourquoi certaines personnes basculent-elles dans la violence? Qu'est-ce qui pousse un esprit à franchir la frontière du bien et du mal? Ces questions, loin de l'effrayer, le fascinent. Adolescent, il dévore les classiques du roman policier et de la littérature fantastique. Stephen King, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe deviennent ses maîtres invisibles. Il découvre dans leurs pages non pas la peur brute, mais une forme de vérité cachée, une exploration du subconscient collectif. Chaque livre est pour lui une porte ouverte vers une autre réalité. Déjà, il sent que l'écriture sera son langage, son arme, son refuge. Mais avant de devenir romancier, Maxime cherche à comprendre scientifiquement ce qui le hante, les comportements humains les plus extrêmes. Il se tourne alors vers la criminologie, un choix rare pour un futur écrivain. Cette discipline lui offre les outils nécessaires pour analyser la mécanique du crime, les motivations profondes, les blessures d'enfance, les contextes sociaux. Ce savoir, il le transformera plus tard en matière littéraire. Là où d'autres inventent, lui observent, décortiquent, dissèquent la réalité. Son entrée dans le monde de l'écriture est progressive. Après quelques années passées dans le théâtre et la mise en scène, il publie son premier roman, Le Cinquième règne, 2003, sous son vrai nom. L'accueil est enthousiaste, mais c'est avec L'âme du mal que tout bascule. Ce livre marque la naissance de Maxime Chatham, l'écrivain du noir absolu. Son style, à la fois clinique et poétique, hypnotise les lecteurs. On y retrouve une tension presque cinématographique. Chaque chapitre est une scène, chaque mot une pulsation. Derrière la construction impeccable de ses intrigues, on sent une recherche presque existentielle. Comprendre la nature du mal pour mieux saisir celle du bien. Chez Chatham, la monstruosité n'est jamais gratuite. Elle révèle nos peurs, nos doutes, notre fragilité collective. Dans ses romans, les tueurs sont souvent des miroirs déformés de la société, des produits d'un monde blessé. Mais ce que le public ignore souvent, c'est que l'auteur lui-même vit cette dualité. Derrière le créateur de mondes sombres se cache un homme d'une sensibilité aiguë, souvent tourmenté par ses propres démons intérieurs. L'homme qui décrit les tueurs avec une précision glaçante n'est pas fasciné par la violence, mais par le mécanisme de la rédemption. Il veut comprendre comment un être humain peut sombrer, et comment il peut se relever. Cette quête traverse toute son œuvre. Il aime répéter dans les interviews « Je n'écris pas sur la mort, j'écris sur la vie qui tente de survivre dans les ténèbres ». Et c'est là sans doute que réside la clé de son génie. Ses lecteurs, fidèles et passionnés, ne se contentent pas de tourner les pages pour connaître le coupable. Ils s'y plongent pour affronter leurs propres peurs. Dans l'univers de Chatham, le frisson devient une expérience cathartique, une purification par l'effroi. Chaque roman est un miroir tendu à la société, mais aussi à soi-même. Pourquoi aimons-nous tant trembler? Pourquoi cherchons-nous la vérité dans le chaos? Maxime, en véritable architecte de l'émotion, construit ses récits comme des labyrinthes où la raison s'effrite peu à peu. On entre pour suivre une enquête, on en ressort changé. Son écriture ne laisse pas indemne. Elle bouscule, dérange, fascine. Mais si ses livres portent autant de tension, c'est qu'ils reflètent son propre combat intérieur. Derrière le calme apparent du romancier se cache un être hypersensible, parfois écartelé entre le besoin de solitude et le désir d'amour. Le succès, la notoriété, les tournées, les dédicaces, tout cela ne suffit pas à apaiser un cœur qui cherche encore sa place. Car si Maxime Chatham a su comprendre les ténèbres des autres, il a dû aussi apprendre à affronter les siennes. Le divorce qu'il vivra plus tard en sera la preuve. Un choc, une brisure, une descente dans le doute. Sombre de sa vie, loin de le détruire, deviendra la base d'une reconstruction lente et puissante. Comme dans ses romans, la douleur deviendra le point de départ de la résilience. Ainsi commence la véritable histoire de Maxime Chatham. Celle d'un homme qui, après avoir observé les abîmes, apprend peu à peu à regarder la lumière. Et c'est dans cette dualité, entre la noirceur des mots et la clarté de la vie, que réside toute la force de son parcours. Après le tumulte du succès, le silence. Ce silence lourd, presque assourdissant, s'abat sur la vie de Maxime Chatham comme un rideau tombant après la dernière réplique d'une pièce tragique. Son divorce, douloureux et public, le plonge dans une période d'introspection brutale. Derrière les apparitions médiatiques et la façade de l'auteur à succès, il y a un homme vidé, ébranlé, confronté à lui-même. L'amour, qu'il croyait éternel, s'est effondré, et avec lui, une part de ses certitudes. La solitude s'installe, froide, impitoyable. Le monde extérieur continue de tourner, les salons du livre, les interviews, les fans, mais en lui, tout semble suspendu. Maxime écrit, bien sûr, mais ses mots ne sonnent plus de la même manière.
Là où il peignait jadis la noirceur du monde avec distance, il la ressent désormais dans sa propre chair. C'est dans cette période trouble qu'il découvre la véritable nature de la vulnérabilité. Il comprend que la douleur n'est pas seulement un sujet d'étude, mais une expérience à vivre, à traverser. Ce qui aurait pu le détruire devient peu à peu une force. Il s'autorise à douter, à pleurer, à se taire. Cette honnêteté envers lui-même devient la première étape de sa renaissance. Dans ses carnets, il note des phrases brèves, des fragments d'âme. On ne renaît jamais sans se consumer d'abord. L'amour perdu n'est pas une fin, mais un passage. Ces lignes, plus tard, nourriront ses romans. Elles deviendront les veines invisibles de ses histoires, les traces d'un cœur reconstruit. Peu à peu, l'écriture redevient un refuge. Chaque personnage qu'il crée porte un peu de lui. La peur de la perte, la quête du pardon, le besoin de lumière après l'orage. Ses livres deviennent plus humains, plus introspectifs. Le thriller n'est plus seulement une intrigue à résoudre, mais une métaphore de la vie intérieure. Dans le chaos de ses récits, Maxime cherche un sens à sa propre existence. Et c'est alors qu'une rencontre bouleverse cet équilibre fragile. Elle arrive sans prévenir, presque discrètement, dans le silence des blessures encore ouvertes. Une femme, médecin de profession, d'une douceur tranquille, une présence lumineuse dans un univers d'ombre. Elle ne s'intéresse pas à l'auteur célèbre, mais à l'homme. Elle écoute, comprend, ne juge pas. Avec elle, Maxime réapprend la confiance, lentement, douloureusement. Au début, il se méfie. Il avance sur la pointe des pieds, hanté par la peur d'être à nouveau trahi. Mais cette femme n'impose rien, elle accompagne. Elle soigne non pas seulement les corps, mais les âmes. Pour la première fois depuis longtemps, il s'autorise à baisser la garde. Il découvre qu'aimer n'est pas forcément souffrir, que l'amour peut être calme, solide, presque thérapeutique. Cette relation devient le pivot de sa reconstruction. La maison, autrefois silencieuse, résonne à nouveau de rire. Les jours retrouvent une couleur, les nuits une paix oubliée. Maxime écrit, mais autrement. Ses mots, jadis tranchants comme des scalpels, se teintent de douceur. Il continue de sonder la noirceur humaine, mais désormais avec compassion. Il sait que derrière chaque monstre se cache une souffrance, et derrière chaque peur, un désir de vivre. Puis vient le jour où la vie, une fois encore, lui offre une surprise inattendue. Sa compagne lui annonce qu'elle est enceinte. Un instant suspendu, irréel. Maxime reste sans voix, puis les larmes montent. Pas des larmes de douleur, mais de reconnaissance. Il confiera plus tard « J'ai eu l'impression que le monde reprenait des couleurs. J'ai compris que tout ce que j'avais vécu m'avait mené là, à cet instant. » Cette nouvelle agit comme une lumière traversant les fissures d'un mur longtemps fermé. Un enfant à venir, une promesse de continuité, un symbole de renaissance. L'homme qui écrivait sur la mort découvre le sens profond de la vie. Dans les jours qui suivent, il ressent une énergie nouvelle, presque mystique. Chaque mot qu'il écrit, chaque scène qu'il imagine semble guidé par cette flamme intérieure. Ce n'est plus seulement l'auteur du suspense, mais un homme transformé, réconcilié avec lui-même. Pour le public, l'annonce de cette paternité est une surprise. Pour ses proches, c'est une évidence. Maxime est enfin prêt à ouvrir son cœur, à aimer sans peur. Ce bonheur ne s'est pas imposé, il s'est construit, patiemment, sur les ruines du passé. Il est le fruit d'une lutte silencieuse, d'un combat intérieur contre la méfiance, la douleur et le désenchantement. L'auteur que le monde connaît pour ses récits sombres devient, dans l'intimité, le héros d'une histoire lumineuse. Chaque jour passé auprès de sa compagne lui rappelle que la vie, même après les pires tempêtes, peut redevenir douce. Et cette conviction nouvelle, il la transmet à travers ses œuvres. Car désormais, derrière les crimes et les enquêtes, se dessine une leçon universelle. Il n'est jamais trop tard pour renaître. Le bonheur, quand il revient après la tempête, n'est jamais simple. Pour Maxime Chatham, il a la douceur fragile d'un matin d'hiver où le soleil peine à dissiper la brume. Derrière, la joie de l'attente d'un enfant et la chaleur retrouvée auprès de sa compagne persistent encore des ombres. Celles du passé, des blessures non refermées, des cicatrices qu'on croit effacées mais qui, parfois, se réveillent au détour d'un mot, d'un silence, d'un souvenir. Le divorce, bien qu'éloigné dans le temps, a laissé des traces profondes. Il n'a pas seulement bouleversé sa vie sentimentale, il a fissuré sa confiance, cette base invisible sur laquelle repose tout amour. Maxime le sait. Aimer à nouveau, c'est s'exposer. Et pour un homme qui a tant écrit sur la peur, la plus grande terreur n'est pas la mort, c'est l'abandon. Dans les premiers mois de sa nouvelle relation, cette peur est omniprésente. Un regard trop appuyé, une phrase mal comprise, un silence prolongé suffisent de parfois à rallumer les flammes du doute. Sa compagne le comprend, elle sent ses hésitations, ses réflexes de défense nés d'une douleur ancienne. Alors elle patiente. Elle ne cherche pas à combler les vides par des promesses, mais par des gestes. Une main qui se pose sur la sienne, un mot doux murmuré au bon moment, une présence qui ne réclame rien, seulement la confiance, jour après jour. Et peu à peu, les murailles tombent.
Ce qu'il redoutait le plus, la vulnérabilité, devient sa plus grande force. Il découvre que la fragilité n'est pas une faiblesse, mais une forme de courage. Aimer à nouveau, c'est accepter de se blesser encore, tout en sachant que la beauté de la vie se trouve précisément dans cette possibilité. Mais la réconciliation avec le passé ne se fait pas sans heurts. Lorsque l'annonce de la grossesse devient publique, la médiatisation reprend. Les journalistes, avides de détails, s'emparent de la nouvelle. Certains évoquent son ancien mariage, d'autres comparent, insinuent, analysent. Maxime, qui a toujours défendu farouchement sa vie privée, se retrouve de nouveau exposé. Il confie à un ami « L'intimité est une forteresse qu'il faut sans cesse reconstruire ». Pourtant, cette fois, il ne fuit pas. Il choisit de parler, non pas pour se justifier, mais pour exprimer ce qu'il ressent réellement. Dans une interview rare, il évoque sa compagne avec pudeur et respect, refusant tout sensationnalisme. Il parle de l'amour comme d'une renaissance silencieuse, d'un apprentissage. Ces mots, d'une sincérité désarmante, touchent le public. L'auteur des Ténèbres montre enfin son visage humain, sans masque ni posture. Cette honnêteté bouleverse ses lecteurs. Beaucoup disent avoir découvert un homme différent, presque apaisé, mais toujours habité par une profonde lucidité sur les émotions humaines. Car Chatham ne se raconte pas comme un héros. Il se montre tel qu'il est, imparfait, hésitant, traversé par les mêmes doutes que ceux qu'il décrit dans ses romans. Et c'est précisément cela qui le rend si proche de son public. Au fil des mois, la complicité du couple s'affirme. Les préparatifs de la naissance deviennent un rituel doux et joyeux. Maxime apprend à se projeter, à imaginer ce rôle nouveau qu'il n'avait jamais vraiment anticipé, celui de père. La peur du passé cède la place à la responsabilité de l'avenir. Il commence à écrire différemment, comme s'il s'adressait déjà à cet enfant à venir. Dans ses notes, on retrouve des phrases simples mais bouleversantes. « Je veux qu'il ou elle sache que la vie n'est pas faite pour être parfaite, mais pour être vécue pleinement, même dans les moments sombres. » Pour l'écrivain, cette paternité symbolise bien plus qu'une étape personnelle. C'est une seconde naissance. L'enfant qui l'attend devient le reflet de son propre recommencement. La douleur d'hier se transforme en source d'inspiration, et la peur de l'avenir en promesse de renouveau. Mais surtout, Maxime comprend que la lumière n'a de valeur que parce qu'elle a traversé l'obscurité. Il ne cherche plus à effacer le passé. Il l'accepte, l'intègre, le transforme en une force silencieuse. Son écriture, autrefois empreinte de froideur méthodique, s'enrichit de chaleur et d'émotion. Chaque mot porte la trace d'un homme qui a appris à aimer malgré la peur, à espérer malgré les doutes. Dans un de ces rares moments de confidence, il dira « J'ai cessé de vouloir contrôler ma vie, j'ai appris à la vivre ». Et c'est là que réside toute la beauté de cette transformation. L'écrivain du noir n'a pas renié son univers, il l'a transcendé. Il a compris que les ténèbres ne sont pas l'opposé de la lumière, elles en sont la condition. Sans elles, rien ne brille vraiment. D'horreur psychologique. Il devient le narrateur d'une expérience humaine universelle. Celle d'un être qui apprend à pardonner, à s'aimer, à aimer à nouveau. Et pour le lecteur, cette évolution n'est pas qu'un détail biographique. Elle devient une leçon, presque une métaphore. La vie comme un roman peut toujours s'écrire autrement, tant qu'on a le courage de tourner la page. Il arrive parfois qu'une existence entière tienne dans un regard, un souffle, un instant de calme, après des années de tumulte. Pour Maxime Chatham, cet instant de bascule a le goût de la sérénité retrouvée. L'homme qui avait passé des décennies à sonder les abîmes de la psyché humaine découvre soudain que la plus grande énigme n'était pas celle du mal, mais celle du bonheur. Son écriture change. Les mots, jadis sombres et précis comme des lames, se parent d'une chaleur nouvelle. Les lecteurs le remarquent immédiatement, derrière les crimes, les peurs et les monstres, on perçoit désormais une tendresse inattendue, une lumière filtrant à travers les fissures de son univers noir. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une traque ou d'un meurtre, mais celle d'une rédemption intime. Maxime lui-même s'en amuse parfois lors des rencontres littéraires. Il explique que la paternité, l'amour et la paix intérieure ne l'ont pas éloigné du suspense, mais qu'ils l'ont humanisé. Avant, j'écrivais pour comprendre la noirceur, aujourd'hui, j'écris pour comprendre la lumière. Cette phrase, souvent reprise par ses admirateurs, résume la métamorphose profonde qui s'est opérée en lui. Ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu du temps, du doute, des nuits blanches et des remises en question. Chaque roman écrit depuis sa rencontre amoureuse semble être une pièce d'un puzzle plus vaste, celui de sa reconstruction. Les thèmes de la paternité, de la filiation, de la transmission s'y glissent subtilement entre deux scènes de tension. Ces héros ne sont plus seulement des enquêteurs ou des victimes, mais des êtres en quête de sens, cherchant comme lui à réconcilier leur passé avec leur avenir. Dans son bureau, entouré de livres et de carnets, Maxime écrit désormais différemment. Il ne fuit plus dans la fiction, il s'y repose, chaque phrase devient un refuge, chaque intrigue un miroir. La douleur n'est plus son moteur principal, c'est l'amour, la curiosité, la gratitude.
Sa compagne, discrète mais présente, incarne cette stabilité qu'il croyait impossible. Elle l'inspire sans jamais l'étouffer, lui rappelle qu'un écrivain a besoin non seulement de solitude, mais aussi de douceur. Leur relation, loin des projecteurs, est un équilibre délicat entre deux mondes, celui de la raison et celui de l'émotion. Elle soigne les corps, lui soigne les âmes. Ensemble, ils forment un tandem inattendu, mais harmonieux. Dans leurs échanges quotidiens, ils puisent une inspiration neuve, le sens du réel, de la vie simple, de la beauté dans les détails. Maxime confie parfois que son regard sur la peur a changé. Il ne la voit plus comme un gouffre, mais comme une énergie vitale. La peur d'aimer, la peur de perdre, la peur de vivre, toutes ces émotions qu'il décrivait jadis comme des prisons deviennent des portes ouvertes sur la compréhension de soi. Là où ses personnages fuyaient leurs émotions, il les fait désormais les affronter. Son art devient une thérapie, une manière de mettre de l'ordre dans le chaos intérieur. Le succès, lui, n'a pas faibli. Ses livres continuent de se vendre par milliers, traduits dans le monde entier. Mais l'homme n'est plus le même. Les salons du livre, autrefois vécus comme des obligations, sont devenus pour lui des lieux d'échange sincères. Il y rencontre des lecteurs qui ne voient plus seulement l'auteur du suspense, mais un homme qui parle de l'humain dans toute sa complexité. Et lorsqu'il leur dédicace un roman, il prend le temps de regarder chacun d'eux dans les yeux, comme s'il voulait leur dire « Merci d'avoir traversé la nuit avec moi ». À la maison, les soirées sont plus calmes. Le bruit du clavier cède souvent la place au rire d'un enfant, aux conversations partagées, à cette vie qu'il pensait avoir perdue. Parfois, il observe sa compagne et se dit que tout ce qu'il a écrit sur la peur, la perte et la survie trouve ici sa plus belle conclusion. Non pas dans un livre, mais dans la réalité. Là où jadis il décrivait des destins brisés, il vit désormais une histoire réparée. Cette transformation intime rejaillit sur son œuvre. Chaque nouveau roman devient le témoin d'une maturité émotionnelle plus grande. Les critiques parlent d'un auteur apaisé sans qu'il ait perdu sa force dramatique. Au contraire, sa plume gagne en profondeur, en sincérité. Les ténèbres demeurent, mais elles sont désormais traversées par une lueur d'espérance. Le lecteur n'est plus seulement confronté à la peur, mais invité à la dépasser. Cette évolution n'est pas anodine. Elle signe le passage d'un écrivain de la survie à la transmission. Maxime ne veut plus seulement raconter des histoires, il veut laisser un héritage, littéraire mais aussi humain. Pour lui, l'art ne sert pas à fuir la réalité, mais à la comprendre. Et dans cette compréhension, il a trouvé la paix. Il lui arrive parfois de dire, avec un sourire empreint de pudeur, « J'ai appris qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, ni d'amour sans peur. » L'équilibre, c'est d'accepter les deux. Ces mots résument tout le parcours de l'homme et de l'auteur, un voyage du chaos vers l'harmonie, de la douleur vers la gratitude. Maxime Chatham n'a pas renoncé à ses ténèbres, il les a apprivoisées. Et dans ce geste, il a trouvé la clé de son art, mais aussi de sa vie. Aujourd'hui, Maxime Chatham n'est plus simplement un écrivain à succès, ni même un maître du thriller. Il est devenu une voix, une conscience, un symbole discret mais puissant de résilience. L'homme qui autrefois plongeait ses lecteurs dans la peur et l'obscurité leur offre désormais une leçon de lumière. Et cette lumière ne vient pas du spectaculaire mais du simple. Une main tendue, un regard sincère, une vie reconstruite à la force du cœur. Dans les médias, il apparaît transformé. Son visage porte toujours cette gravité familière, mais quelque chose a changé dans ses yeux. Une paix douce, une maturité que seule la douleur transcendée peut offrir. Il ne cherche plus à impressionner mais à transmettre. Ses interviews ne sont plus des analyses techniques du suspense, mais des réflexions sur la vie, l'amour, la peur et la foi en l'avenir. La peur, disait-il, n'est pas une ennemie, c'est une compagne. Elle nous rappelle que nous sommes vivants. Ces mots résument toute sa philosophie actuelle. Ce qu'il écrivait autrefois pour effrayer, il l'écrit désormais pour consoler. Et cette mutation n'a pas fait perdre à ses romans leur intensité. Bien au contraire, ils sont plus profonds, plus habités, parce qu'ils parlent du vrai courage, celui d'avancer malgré les cicatrices. La naissance de son enfant a tout bouleversé. Cet événement intime et pourtant universel a redonné à Maxime le goût du monde. Chaque sourire, chaque rire de son fils ou de sa fille est devenu pour lui un rappel constant de ce que la vie a de précieux. Dans ses livres récents, on perçoit cette présence subtile. Une tendresse cachée derrière le suspense, une main invisible qui apaise au milieu du chaos. L'écrivain des ténèbres s'est mué en artisan de lumière, un conteur du réel, un passeur d'émotions. Ses lecteurs, qui l'ont suivi pendant plus de 20 ans, sentent cette évolution. Les messages affluent, des témoignages de lecteurs bouleversés, reconnaissants, parfois sauvés par ses mots. Car au-delà des meurtres et des énigmes, ce que Maxime Chatham raconte, c'est l'humanité, dans tout ce qu'elle a de fragile et de grandiose. Chaque roman devient un miroir tendu à la vie elle-même, où la peur côtoie la tendresse et où la mort rappelle paradoxalement la beauté d'exister.
Cette transformation intérieure ne signifie pas qu'il ait renié ses racines d'auteur noir. Au contraire, il a compris que la noirceur n'est qu'un outil de vérité. C'est en explorant les ténèbres qu'on apprend à reconnaître la lumière. Et cette idée traverse désormais toute son œuvre, comme un fil d'or reliant les époques de sa vie. Dans les salons, les conférences, les signatures, Maxime parle avec une humilité désarmante. Il ne prétend pas avoir trouvé la clé du bonheur, mais il partage son chemin. Ses erreurs, ses chutes, ses renaissances. Il rappelle que le succès ne protège de rien, que la célébrité ne guérit aucune blessure. Mais il affirme aussi, avec une conviction nouvelle, que l'amour véritable, celui qui guérit et reconstruit, existe. Et que parfois, il faut traverser les pires épreuves pour le reconnaître. On croit écrire des histoires pour s'évader, confie-t-il un jour, mais en réalité, on écrit pour se retrouver. Cette phrase pourrait être la devise de sa vie. L'écriture l'a sauvé. L'amour l'a reconstruit. La paternité l'a révélé. Tout ce qu'il a vécu, il ne le renie pas, il le transforme. Et cette capacité à métamorphoser la douleur en art, la peur en beauté, fait de lui bien plus qu'un romancier. Un témoignage vivant de ce que signifie être humain. Ses lecteurs ne lisent plus seulement ses romans pour frissonner, mais pour se sentir compris. Dans chaque intrigue, dans chaque dialogue, dans chaque silence, on entend battre le cœur d'un homme qui a souffert, aimé, espéré, et qui, malgré tout, continue d'avancer. Cette sincérité rare a fait de lui un écrivain à part, une voix générationnelle capable d'unir la littérature de genre et la quête spirituelle. Aujourd'hui, lorsque Maxime parle de son métier, il ne parle plus de vente ni de succès. Il parle de gratitude. Gratitude envers la vie, envers ceux qui l'ont soutenu, envers ce public qui a grandi avec lui. Il dit souvent qu'écrire, c'est une façon de dire merci au monde, même quand il fait peur. Son histoire, à la fois intime et universelle, nous rappelle que personne n'est à l'abri du doute, de la perte, du chaos intérieur. Mais elle montre aussi qu'il est toujours possible de reconstruire, d'aimer à nouveau, de croire encore, et c'est peut-être là, dans cette vérité simple, que se cache la véritable morale de son parcours. La vie, comme un roman, ne se juge pas à ses chapitres sombres, mais à la lumière qu'on y fait naître. Aujourd'hui, Maxime Chatham regarde vers l'avenir avec un regard apaisé. Son cœur, longtemps assombri, rayonne désormais d'une lumière tranquille. Chaque moment passé avec sa famille, chaque mot écrit, chaque rencontre avec ses lecteurs devient une célébration silencieuse de la vie. Et au fond, c'est cela le plus beau suspense de tous. Non pas celui d'un meurtre ou d'une enquête, mais celui d'un homme qui, après avoir exploré les ténèbres du monde, a choisi la lumière du cœur.